Réflexion citoyenne 11. Autres évolutions prévisibles. 1. Immigration et citoyenneté. En rapport direct avec les précédentes réflexions concernant la nature désormais multiculturelle de la société française, l'immigration et la politique d'accueil de nouveaux citoyens de cultures de plus en plus diverses constituent aussi une donnée fondamentale du nouveau paysage républicain, tandis que les problèmes ressentis à cet égard révèlent toute l'incohérence d'une improvisation dictée par des priorités économiques minoritaires aux dépens du bon sens le plus élémentaire. L'immigration a de tout temps participé au développement de notre richesse nationale, et le principe de l'accueil de nouveaux candidats citoyens ne saurait être remis en cause, ne serait-ce là que d'un point de vue humaniste autant qu'humanitaire. Cela dit, ce domaine sensible se prête à maints abus en termes d'interprétation et de manipulations hypocrites de la part de tous les gouvernements et autres partis politiques minoritaires qu'impose de fait une Ve République trop peu démocratique, avec pour conséquence un laisser-faire intéressé accentué par le laisser-passer européen d'une soi-disant liberté de circulation. Le résultat quotidiennement observable par tout un chacun ne révèle ici qu'une suite interminable d'aberrations et d'injustices, non seulement vis-à-vis des migrants, mais tout autant des citoyens du pays d'accueil, aggravant visiblement les difficultés d'intégration des nouveaux arrivants, ainsi que les coûts conséquents supportés par les Français des catégories sociales inférieures et moyennes en termes de solidarité financière, de sécurité, de santé et d'éducation. Or, ce n'est pas le principe de l'accueil et de l'immigration qui est en cause, mais seulement la manière dont les gouvernants pratiquent cette politique en totale improvisation, du fait même que leur seul souci est de répondre aux intérêts à court terme de la mondialisation néolibérale. Comme déjà précisé lors de certaines descriptions précédentes, l'intérêt des décideurs, aussi puissants que minoritaires, est de favoriser la concurrence salariale par le biais d'une politique de dumping social à domicile, en complément des avantages de la délocalisation, dans le but inavoué de détruire tous les acquis sociaux obtenus de haute lutte par les générations précédentes et pour rabaisser la France au niveau social des pays émergents actuels, sous le fallacieux prétexte d'une obligation de compétitivité mondiale. Il suffit donc pour cela d'importer de nouvelles familles de néo-esclaves relatifs, futurs travailleurs consommateurs trop facilement abusés, en laissant faire les pires trafics légaux ou illégaux, avec le soutien actif et passif de l'Europe de Schengen, dont la passoire frontalière délibérée accentue les flots migratoires, et sous l'habillement hypocrite d'un humanisme généreux à la Merkel, relayé en chœur par les bobos parisiens les plus médiatiques. Les conséquences désastreuses d'une telle politique alimentent les informations quotidiennes, et l'impact dérivant de cette immigration volontairement désorganisée et disproportionnée est désormais visible dans la dégradation généralisée de tout ce qui constituait une société avancée, contribuant ainsi à l'aggravation systématique des besoins en matière de police, de médecine, de justice, d'éducation et de logement, pour ne parler que de l'essentiel, alors même que les services afférents se réduisent comme peau de chagrin en raison de la gestion néolibérale dictée par une Commission européenne démocratiquement illégitime. Doublant les conséquences strictement nationales de l'injustice politique et socio-économique maintes fois dénoncée dans ces pages, cette quasi-anarchie immigratoire retarde d'autant l'intégration ou l'assimilation des nouvelles populations à cause de la précarité scandaleuse de leurs conditions de survie et de la ghettoisation induite des vastes banlieues qui les accueillent, tandis que dans de très nombreux domaines de leur vie quotidienne, les Français de souche mesurent chaque jour un peu plus la dégradation de leur cadre de vie, de leur mode de vie et de tous les services publics qu'ils financent via leurs impôts et taxes. De fait, les énormes surcoûts ainsi engendrés par cette aberrante gestion des flux migratoires et tous les replâtrages qui en résultent s'ajoutent aux effets pervers inhérents à la mondialisation ultralibérale pour saigner à blanc les contribuables de la classe moyenne inférieure et les transformer en gilets jaunes légitimement révoltés. De plus, la coïncidence historique entre la politique ultralibérale de compression ou réduction des services publics et l'ouverture des frontières à toute forme d'immigration ne fait qu'accroître la confusion, en incitant nombre de citoyens à se plaindre de l'immigration sur fond de surenchères xénophobes, au lieu d'accuser les responsables de la démolition organisée du bien commun. Concrètement,
Les niveaux scolaires et universitaires plongent sur une pente comparable à celle du Titanic en plein naufrage, en proportion directe des difficultés sociales et linguistiques des élèves ou étudiants d'origine étrangère. Les centres pénitentiaires se trouvent quant à eux saturés de nouveaux pensionnaires dans des disproportions ethniques révélatrices. Les hôpitaux voient leurs urgences noyées par l'afflux de patients qui n'ont jamais cotisé à la moindre sécurité sociale, mais aussi de victimes des guerres postcoloniales ou des armements fournis par le biais de notre diplomatie, tout cela se trouvant aggravé par le tourisme médical et les abus inévitables que suscite la gratuité de l'aide médicale d'État, entre maintes autres faveurs et assistances envers les migrants, en particulier illégaux. Dans ces conditions, comment ne pas comprendre la détresse des citoyens français et leur sentiment d'injustice flagrante face à des sans-papiers qui manifestent même en pleine rue pour exiger la citoyenneté à la façon d'un droit naturel, alors que la presse souligne que 90% des demandeurs d'asile déboutés restent sur le territoire national en totale impunité au lieu d'être logiquement expulsés? Comment oser traiter les Français de racistes ou de xénophobes sitôt qu'ils s'étonnent de voir arriver des touristes qui ne repartent jamais sous prétexte de liens familiaux sans limite ou de soudaines maladies, dans la mesure où notre peuple subit les conséquences désastreuses des trafics ainsi encouragés avec l'Europe de l'Est, l'Orient ou l'Afrique du Nord, et alors même que la complicité passive autant qu'active des décideurs économiques et des gouvernements devient aussi évidente? En réalité, pour mesurer l'aberration ubuesque d'une telle situation, il suffit d'inverser les rôles en s'imaginant partir à l'étranger dans les mêmes conditions d'illégalité. Et l'on a tôt fait de réaliser que la quasi-totalité des pays du monde font preuve d'exigences minimales qui suscitent le respect de leurs frontières autant que de leur nationalité. Sans aller jusqu'aux abus des insultantes précautions douanières et policières de la Russie ou de la Chine, ni jusqu'aux excès bassement commerciaux des USA devenus simples marchands de visas, force est de reconnaître ici que la France se prostitue en matière d'immigration délibérément incontrôlée, au point de transformer son drapeau tricolore en un vulgaire paillasson sur lequel chaque nouvel arrivant peut venir s'essuyer les pieds et comprendre aussitôt qu'un tel pays d'accueil n'a aucun honneur ni aucune fierté, ce qui est certainement la meilleure façon de rendre impossible toute adhésion affective ou psychologique à notre histoire millénaire. C'est ainsi que le pays abritant sans doute les plus hauts idéaux républicains et humanistes décourage ses nouveaux citoyens d'afficher une quelconque fierté d'être français, les stimulant d'autant à proclamer leur différence avec arrogance, tandis que d'autres se bousculent au portillon si étroit des États-Unis et de la Grande-Bretagne en rêvant impatiemment de devenir citoyens américains ou sujets britanniques. Le pire est que la gratuité apparente d'une telle prostitution d'identité et de valeurs françaises est inévitablement payée au prix le plus fort par les citoyens les plus vulnérables, tandis que les décideurs profiteurs s'abritent dans un entre-soi sécurisant en s'offrant en prime le noble rôle du moralisateur, pour en récolter périodiquement les fruits politiques via l'extrémisme caricatural d'un faux débat d'opinion. Autant dire que la République délodiste ne saurait aboutir à une telle situation, pour peu que la majorité de ses citoyens soient dûment informés sur la base de faits concrets et transparents, et surtout libres de choisir sa politique d'accueil en matière d'immigration et autres droits d'asile. Car la suppression des frontières par l'intermédiaire des accords européens et mondiaux n'a pour seul but inavoué que la suppression de toutes les entraves au commerce et au mouvement de capitaux et de travailleurs pour maximiser le rendement du surprofit sans aucun égard envers les paramètres socio-culturels de l'humanité et les prétextes d'ouverture et de générosité que le progressisme autoproclamé d'un président Macron met sournoisement en avant ne sont que l'habillage d'une démolition sans reconstruction, à la façon d'une bâche cachant la saleté et la laideur polluante d'un chantier mondial bien peu ragoûtant. De fait, les nations ou pays indépendants, peu à peu construits via l'alchimie subtile de l'histoire et de la géographie, ont défini autant d'espaces de rationalité collective, toutes relatives, aptes à gérer l'intérêt commun et maintenir tant bien que mal quelques paix civiles, condition fondamentale du progrès et du bonheur des peuples, même si, comme nous avons déjà pu le constater, l'imperfection des systèmes politiques et l'injustice des mœurs socio-économiques n'ont jamais pu préserver durablement les équilibres indispensables,
entraînant tôt ou tard les populations concernées dans des crises ou des guerres aussi inutiles que douloureuses. Dans l'idéal absolu d'un poète en pleine rêverie, notre conscience naissante d'être un citoyen du monde pourrait justifier une solidarité planétaire au point de remettre en cause l'utilité de pays de taille par ailleurs fort variable, dans un sentiment généreux qui ferait bien les affaires des soi-disant progressistes, à la façon d'un Emmanuel Macron, lesquels s'appuient déjà sur bon nombre d'idiots utiles prêts à accueillir n'importe qui en France sans la moindre condition préalable. Individuellement, il est tout à fait concevable de ressentir chaque être humain comme bienvenu chez soi et de souhaiter consoler la misère du monde sitôt qu'elle prend le visage si émouvant d'une personne en grande difficulté, ce que de très nombreuses initiatives rendent possible en rejoignant telle ou telle association officielle, dans le but de faire face à l'urgence absolue de situations objectivement insupportables. Mais cette belle conscience planétaire ne saurait cacher le besoin simultané de résoudre lesdits problèmes à la racine même de leur origine systémique, et la disparition de toutes les frontières à l'échelle mondiale supposerait la création idéale d'un État ou d'un gouvernement global, sauf à laisser le business et la finance régner sans partage, ce qui est précisément la tendance lourde et ô combien oppressante de l'actuelle mondialisation, avec les innombrables dégâts inhumains que l'on sait. Or, il a déjà été constaté à quel point la concentration des pouvoirs sur des dimensions géodémographiques toujours plus élargies est intrinsèquement contraire aux principes de démocratie, de liberté, d'autonomie, de justice et autres transparences, comme le démontre au demeurant si bien la soi-disant construction européenne et ses pernicieuses inconséquences. Dès lors, force est de constater ici qu'il est parfaitement irréaliste d'imaginer un gouvernement mondial un tant soit peu démocratique, susceptible de tempérer les excès des pouvoirs économiques et leurs multiples désastres sociaux, tandis qu'il nous faut nécessairement faire avec l'héritage de notre histoire, en s'appuyant sur les fondations d'un passé dont l'essentiel reste intact, afin de profiter de toute l'expérience humaine accumulée en matière de devenir démocratique, pour ajouter l'étage d'élodiste devenu désormais indispensable. Et tant mieux si la nouvelle conscience planétaire qui infuse déjà en nous gomme les excès d'orgueil belliqueux du concept de nation pour n'en garder que le noyau républicain et son essence universelle. Car, sitôt que le fruit est mûr, la surface visible de toute idée communautaire, temporelle ou spirituelle, orgueilleusement affichée contre les autres, s'avère aussi superficielle que la peau d'une belle pêche, condamnée à la pourriture de sa propre corruption, tandis que seul le noyau en contient et transmet toute la vie à venir dans une perpétuelle adaptation à un nouvel environnement. Ainsi en va-t-il donc de l'idée même de nation, comme de toute autre fiction de communauté, plus ou moins arbitrairement définie, nécessairement vouée aux vicissitudes du temps qui passe et qui démode, tandis que le cœur républicain, démocratique et universel de l'idéal tempérant qui constitue notre humanité ne fait que s'affirmer plus nécessaire de crise en crise, jusqu'à l'avènement de la démocratie locale directe. Dans un contexte de guerre ou de catastrophe humanitaire, il est urgent de réagir aussitôt politiquement via l'action internationale, autant qu'humainement grâce aux nombreuses associations et autres ONG à vocation d'assistance, mais le caractère a priori ponctuel et temporaire de tels drames devrait pousser les autorités concernées à circonscrire les déplacements de population au voisinage géographique immédiat du pays en situation de crise, en assistant avant tout les pays limitrophes, afin de permettre aux victimes temporairement exilées de retourner chez elles dans les meilleurs délais, en leur évitant un exil forcé trop lointain. En toute logique, de telles situations de crise aiguë devraient concerner l'ensemble des États du monde dans le cadre de l'ONU, de l'UNESCO et de tous les autres organismes internationaux afférents, de préférence aux initiatives inévitablement ambiguës et intéressées de quelques pays en réalité plus dominateurs que donateurs, afin de gommer les multiples formes d'ingérence post-coloniale dont on ne peut qu'observer à chaque occasion les effets pervers, immédiats ou différés. Faute d'une saine diplomatie propre à stabiliser les pays les plus pauvres en prohibant les ventes d'armements à des régimes autocratiques corrompus, la récurrence des guerres nourrit l'immigration massive dans des proportions telles que les moyens d'accueil sous-entendus par le droit d'asile ne peuvent plus être garantis,
même dans les cas les plus justifiés, tandis que les ingérences abusives des pays les plus puissants nourrissent tous les prétextes du néolibéralisme pour lui permettre de déplacer sa main-d'œuvre au gré de ses intérêts les plus vils, pour piller en toute impunité les ressources des 10 pays en gagnant sur les deux tableaux du muscle à machine et de la chair à canon, avec le résultat symétrique d'encourager maintes révolutions toujours plus extrémistes, alternativement d'ordre militaire ou pseudo-religieux. Les crises libyennes et syriennes, hélas encore non résolues, ont donné prétexte à des migrations massives vers l'Europe, dont la gestion honteusement improvisée a nettement favorisé tous les réseaux mafieux d'immigration officiellement dénoncés, au point que les populations concernées viennent désormais de n'importe quel pays sous n'importe quel prétexte, dans le seul but ô combien compréhensible d'améliorer leur sort et leurs tristes conditions de vie, quitte à tromper les services d'accueil sur la réalité de leur droit d'asile ou sur leur identité. Saturées par la quantité ingérable des demandes, les administrations ne contrôlent quasiment plus rien, laissant à la rue des familles entières pour le plus grand désarroi de tous, citoyens français compris. Autant dire qu'en la matière, comme dans les nombreux domaines déjà mentionnés, l'action étatique et centralisée démontre son incurable incapacité à répondre aux besoins des nouveaux arrivants dans le respect mutuel que supposent nos propres principes républicains. Les ressorts mondiaux de l'émigration en direction des pays les plus riches sont aussi multiples que permanents, peu ou prou, à la façon d'un nouvel exode rural hypermassif, à la fois amplifié et complexifié, résultat direct de l'organisation, voire de la désorganisation libérale du monde depuis la dérégulation autorisée par l'ouverture des frontières, et dont les drames humains témoignent du désintérêt du capital pour les conséquences sociales du travail qui l'enrichit, et aux dépens de tous les exclus devenus surnuméraires. S'ajoutent à cela les causes climatiques de régions devenues inhabitables, la cruelle absence de démocratie et de justice sociale minimale dans les pays du tiers-monde, et les nouveaux moyens de mobilité globale autorisés par la relative démocratisation des transports et leur intensité quotidienne. Autant dire que le vieux schéma de population plus ou moins statique et homogène n'est plus qu'un lointain souvenir, et que seule une prise en main locale ou régionale des besoins migratoires pourra répondre démocratiquement à cette nouvelle situation dans le respect de la décence réciproque que suppose l'accueil de chaque nouveau citoyen. C'est pour cette même raison que le gène républicain pourra bientôt ressusciter en corps national, mais à condition de transmettre à celui-ci son esprit démocratique local et direct, jusque dans ses plus fines ramifications de relations interindividuelles et autres voisinages. Après tout, aux antipodes des hordes sauvages et invasives tant redoutées par certains xénophobes de bien triste renom, l'immigration implique concrètement des êtres humains individuels appelés à la même dignité citoyenne et tempérante que tout un chacun, et dont les besoins vitaux, identiques aux nôtres, font écho à la pensée déjà mentionnée de Napoléon, selon laquelle l'homme en naissant porte en lui des droits sur la portion des fruits de la terre nécessaires à son existence. Dès lors, tout n'est qu'une question d'organisation aussi logique et limpide que possible, à l'échelon national pour les principes théoriques d'accueil en deçà des frontières, mais plus encore à l'échelon local et communal pour l'application pratique des dits principes, en assurant par le travail l'intégration des personnes concernées dans la communauté citoyenne. De par son propre intitulé, en effet, la démocratie locale directe suppose de confier la gestion principale de l'immigration aux citoyens eux-mêmes, certes via leur choix majoritaire concernant la politique nationale en la matière, mais plus encore par la liberté d'accueillir ou non de nouveaux habitants communaux en situation de dépendance, et ce, en fonction des demandes formulées par les intéressés autant que des besoins et des capacités pratiques d'accueil en termes d'emploi et de logement. Il va de soi que tout citoyen ayant les moyens de s'installer et de travailler sur le territoire d'une commune donnée conservera toujours sa liberté en respectant les contraintes administratives usuelles, dans la mesure où sa décision n'implique que lui-même et ne coûte rien à la communauté locale, contribuant bien au contraire à l'enrichissement de la collectivité, la seule limite pouvant être d'ordre environnemental en termes d'espace disponible ou d'impact écologique, s'agissant a fortiori de l'activité concernée. Mais dès lors que l'accueil suppose une assistance matérielle et financière
envers tout candidat à une installation pérenne en France, il est logique que la communauté, locale autant que nationale, définisse des critères précis correspondant à ses besoins autant qu'aux précautions nécessaires pour garantir une intégration réciproquement réussie, ce qui suppose en particulier l'obligation d'offrir à chaque nouveau venu tous les droits et devoirs impliqués par la garantie citoyenne individuelle, ou pacte républicain, ainsi que les moyens matériels de loger localement de façon décente chaque personne ou famille concernée. Cela devrait aussi supposer que toute personne étrangère désireuse de s'installer de façon durable sur une commune précise de France, et satisfaisant dûment aux conditions minimales de citoyenneté majoritairement fixées à l'échelon national, puisse demander la nationalité française et l'obtenir aussitôt, mais en renonçant dès lors officiellement à sa nationalité d'origine, ce qui démontrerait l'authenticité de sa motivation et permettrait ainsi de pouvoir l'accueillir officiellement au sein de la communauté citoyenne locale et nationale, moyennant formation et information préalable sur les contraintes et devoirs correspondant à ce privilège. De ce point de vue plus personnel que délodiste, autant que vis-à-vis de l'immense majorité des citoyens français dont l'appartenance nationale est unique par naissance, la double nationalité est à la fois une aberration administrative et une injustice morale, dont les avantages discriminatoires vont à l'encontre de la devise égalitaire, favorisant par tradition une liberté ou un privilège qui paraît illégitime et dont peuvent profiter abusivement certains binationaux. Si ce n'est qu'une question de douane à traverser, il est tout à fait possible de prévoir un laissez-passer spécial évitant le besoin de renouvellement d'un visa en cas de voyage ou autre séjour trop fréquent. Mais le statut juridique de la double nationalité est un non-sens préjudiciable, car il remet en cause le principe de concitoyenneté. Ne serait-ce qu'administrativement parlant, on ne peut pas appartenir entièrement à deux communautés nationales, ce qui n'empêche nullement de conserver une nationalité de cœur ou de culture librement exprimable à la moindre occasion révélatrice. Il en résulte que le choix volontaire d'une seule et unique nationalité devrait être obligatoire pour profiter de tous les avantages qui découlent de cette dernière, par respect strictement égalitaire envers les citoyens qui vous accueillent, autant que par affirmation de la liberté de décision de la personne concernée, en pleine conscience de sa responsabilité. Dans ce cas, la double nationalité ne serait possible que pour les mineurs, et son seul avantage consisterait à se voir offrir ladite alternative en devenant adulte, voire, pourquoi pas, à longueur d'existence si l'option mise en veilleuse reste potentiellement accessible, toujours à titre exclusif. Cette nationalité devrait être comprise comme une pleine et libre adhésion à la communauté républicaine choisie, en totale connaissance des tenants et aboutissants précisés sur un document officiel dûment signé, afin d'officialiser ce moment pour le moins solennel dans la vie d'un candidat citoyen, consacrant ainsi l'aboutissement d'une démarche volontaire et authentique. Une telle exigence, au demeurant on ne peut plus logique, permettrait de lutter efficacement contre le délitement et le dénigrement de nos valeurs républicaines, obligeant de fait les citoyens binationaux à choisir leur appartenance véritable, dans l'optique avérée d'acquérir plus encore une nouvelle républicanité qu'une nouvelle nationalité. Il serait par ailleurs fort intéressant de savoir combien de citoyens binationaux, ou a fortiori plurinationaux, choisiraient au final la seule nationalité française dans le présent contexte, question cruciale dont les réponses probablement très révélatrices ne manqueraient pas de surprendre. Sinon, à minima, la seule autre solution possible consisterait à laisser chacun libre de conserver la seule nationalité de son choix, même étrangère au territoire national concerné, et sans possibilité de double ou multiple nationalité, tout en considérant que la résidence de fait sur le territoire républicain suffirait à imposer à chacun l'ensemble des droits et devoirs égalitaires inclus dans une forme de citoyenneté minimale, dès lors conçue comme le seul dénominateur commun unissant les multiples cultures présentes sur le territoire national, au sens purement géographique du terme. Ces dernières réflexions n'engagent en aucune façon les futures préférences majoritaires d'une république délodiste, mais soulignent tout l'intérêt de redéfinir la notion de citoyenneté en relation directe avec celle de nationalité,
et il n'est pas impossible qu'à l'avenir, une préférence populaire enfin libre de s'exprimer directement en cette matière aille dans le sens des restrictions qui précèdent. Cette digression étant close, et pour en revenir au terrain le plus concret possible, le moment semble venu d'envisager quelques solutions compatibles avec les principes délodistes déjà clairement établis, afin de dédramatiser les enjeux de la nouvelle réalité migratoire, en raisonnant en termes à la fois très locaux et strictement individuels, dans l'espoir d'éviter les caricatures que des statistiques nationales incontrôlables et contradictoires suscitent immanquablement. 2. Pour une gestion locale de l'immigration. Les besoins et capacités d'accueil sont par définition de nature concrète et locale, pour des personnes et des familles qui sont avant tout des cas particuliers, dont chaque situation unique doit être traitée le plus humainement possible, donc à l'échelon communal ou intercommunal, voire départemental, s'agissant du cas français. Dans la pratique, toute échelle de gestion des questions migratoires supérieure à ces dimensions géographiques retombe inévitablement dans l'impasse contre-productive de proportions techniquement ingérables, voire de concepts anonymes et caricaturaux propres à rappeler les plus sombres souvenirs de l'histoire, pour regrouper, identifier, sélectionner, déplacer et stocker des masses de populations étrangères, dès lors accueillies dans des conditions matérielles indécentes au point de les rabaisser à un statut de bétail humain, tandis que l'effet visuel dûment médiatisé des camps et autres centres de rétention induits par un tel traitement national caricature leur situation en faisant craindre à certains l'invasion massive d'une horde anonyme. Pour l'essentiel, l'immigration ne concerne au contraire que de nombreuses trajectoires individuelles dont la proportion globale, plutôt négligeable en termes strictement démographiques, en pourcentage de la population française, peut s'avérer parfaitement gérable dans la dignité réciproque des accueillis et des accueillants, à condition que la richesse nationale soit déjà équitablement répartie entre l'ensemble des citoyens qui la créent et qu'une vraie liberté d'initiative locale soit garantie dans un cadre effectivement démocratique. En cela, les récentes initiatives de répartition géographique de certains migrants plus ou moins volontaires dans des structures rurales, villageoises ou micro-urbaines révèlent une incomparable capacité réciproque d'accueil et d'intégration, dès lors que le contact humain peut aussitôt s'établir de la façon la plus directe et la plus conviviale possible, tandis que les besoins mutuels et concrets ainsi ressentis, et surtout directement exprimés de part et d'autre, deviennent autant d'opportunités d'intégration pleinement réussies, à condition de respecter une proportion et une progressivité d'accueil matériellement et humainement gérables, paramètres ô combien essentiels que seule la commune concernée est apte à évaluer de par son échelle humaine. Les villages français, qui souffrent cruellement de dépeuplement chronique et de la disparition d'activités artisanales, peuvent trouver là une nouvelle jeunesse, tout en évitant les risques de ghettoisation et de délinquance inhérents aux disproportions urbaines. Preuve on ne peut plus concrète que plus une taille humaine et locale se trouve respectée, plus la communication des attentes réciproques devient mutuellement enrichissante et spontanément facilitée, comme si la réussite du fameux melting pot mentionné précédemment supposait une multitude de petits récipients plutôt qu'une vaste bassine industrielle. En réalité, il suffit de concrétiser le problème en le localisant et d'individualiser la situation en fonction directe des seules capacités matérielles et humaines d'accueil et d'intégration, dans une proportion tout aussi strictement maîtrisée qu'en matière de pâtisserie. 3. Initiative individuelle ou associative. La venue et l'installation locale de nouveaux citoyens, a fortiori en difficulté, suppose de la part des Français un sens aigu de générosité d'ordre humanitaire, donc d'altruisme humaniste, noble sentiment que notre passé principalement chrétien, complété par l'esprit des Lumières, sous-entend déjà à travers la soif d'égalité et de justice qui caractérise notre inconscient collectif depuis 1789. La France ne pourra jamais être honnêtement généreuse, ni même juste, en tant qu'État, aussi longtemps que sa démocratie sera faussée par un diktat économico-politique. Mais les Français, eux, sont généreux par nature depuis toujours, et seules les conditions déplorables imposées par un centralisme antidémocratique et une économie ultralibérale
font réagir frileusement certains d'entre nous, en proportion directe des souffrances sociales et culturelles qu'ils endurent depuis trop longtemps. Dans un contexte délodiste, chaque citoyen étant de droit et de fait une parcelle égale de démocratie responsable, la liberté d'initiative en matière d'immigration pourra éventuellement s'exprimer à l'échelon individuel de chaque personne ou foyer, mais on imagine aisément qu'elle se réalisera de préférence via le regroupement associatif et les décisions politiques locales et nationales. Le premier cas fait référence à l'exemple tout relatif donné par un accompagnateur en montagne résidant tout près de la frontière italienne et qui s'est rendu célèbre en aidant ouvertement des migrants à entrer illégalement en France, acte délibéré de désobéissance civile au nom d'une solidarité individuelle guidée par une honorable compassion face à l'urgence, sous le prétexte du principe de fraternité, répondant ainsi peu ou prou à un devoir d'entraide qui serait symétrique au délit de non-assistance à personne en danger. Aussi noble que puisse ici paraître une telle attitude, elle est totalement irrationnelle et condamnable dans la mesure où ce choix individuel n'assume aucune de ses conséquences, si ce n'est la publicité trop facile d'une persécution judiciaire provoquée par l'intéressé. Dans une telle situation, le principe délodiste de bon sens implique que toute liberté prise individuellement s'accompagne de toute la responsabilité concrète, ou devoir, qui lui correspond. Autrement dit, et à condition d'être approuvée majoritairement, la loi nationale, voire la réglementation locale, pourrait très bien prévoir la faculté individuelle d'accueillir telle ou telle personne ou famille étrangère selon les moyens éventuels, et dès lors de préférence fort substantielle, de l'accueillant, à condition toutefois que celui-ci devienne totalement responsable à tous les points de vue matériels, financiers et plus encore légal, de son ou ses protégés, et cela, aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à l'intégration autonome de la personne immigrée, un peu à la manière d'une adoption temporaire ou prolongée, sauf à mettre en place un pareil parrainage en parfaite transparence réglementaire et procédurale. L'attitude mentionnée plus haut s'avère d'une étrange incohérence autant que d'une injustice absolue, puisqu'elle fait supporter par d'autres les conséquences d'une décision individuelle devenue dès lors aussi facile que démagogique et propre à servir de pompe dangereusement aspirante pour de nouveaux candidats illégaux, à la façon involontaire des associations qui se portent au secours d'immigrants naufragés en mer Méditerranée, sans jamais se préoccuper de ce qu'il adviendra des rescapés. Il n'en reste pas moins que cette provocation ponctuelle, à but plus médiatique qu'humanitaire, n'empêche nullement d'imaginer ici la possibilité d'un parrainage citoyen pleinement assumé, permettant de présenter individuellement de nouveaux candidats résidents sur la base de connaissances particulières faites lors de voyages à l'étranger ou via un travail associatif, et la même responsabilisation légale et durable doit s'appliquer à toutes les associations portant assistance aux migrants tant qu'ils sont illégaux, quitte à accélérer les procédures d'intégration dans la mesure du possible. Car en toute logique, la liberté d'assister autrui ne s'acquiert en tant que droit légitime que via la pleine responsabilité qui en découle. La vraie cohérence en la matière, dans son échelle optimale, se trouve logiquement garantie par l'approche communale, ou, à défaut, intercommunale, pour les raisons concrètes et humaines décrites plus haut, et ce, afin d'éviter les réactions affectives et autres manipulations si caractéristiques des initiatives trop personnelles, ou inversement, le risque d'inhumanité et l'inefficacité de toute gestion trop anonyme et centralisée. Ici encore, la juste dimension à la fois humaine et collective qu'autorise la gestion communale ou locale promet d'être plus efficace que toute politique nationale improvisée, tout en étant plus sereine que la réaction souvent irréfléchie de quelques citoyens isolés. Le parrainage individuel ou associatif, mais organisé au cas par cas sur une période probatoire suffisamment révélatrice, peut donc mériter la mise au point d'une réglementation particulière si telles se confirment les préférences majoritaires locales ou nationales. Mais la meilleure manière de gérer l'accueil de nouveaux immigrants dépendant d'une forme d'assistance suppose l'implication de la commune, voire du département, dans le but cohérent de répartir les migrants désireux de s'installer en France en relation avec des possibilités concrètes ainsi que des besoins ressentis localement, et de préférence en anticipant les situations par un contact préalable
au passage de la frontière républicaine. Dans la situation présente, en l'absence de tout contrôle minimal sérieux à nos frontières, Europe comprise, il apparaît que n'importe quel ressortissant étranger, un tant soit peu volontaire, peut trop facilement s'installer en France, sous n'importe quel prétexte, avec l'avantage de bénéficier aussitôt de diverses aides matérielles, financières, juridiques, médicales et éducatives, souvent sans aucun document fiable pouvant prouver sa bonne foi, voire son âge s'agissant des plus jeunes, avec en prime le soutien médiatique et culturel du statut de migrant, appellation subtile nettement plus acceptable que celle d'immigrés clandestins, au point de faire croire que la personne en cause n'a pas vocation à rester en France, ce qui est naturellement faux dans la quasi-totalité des cas, le plus choquant, semble-t-il, étant qu'aucune contrepartie de travail utile aux intéressés et à la nation d'accueil ne puisse être exigée pendant des mois ou années de procédure, alors que ce serait là le meilleur moyen, sinon le seul, de garantir et accélérer l'intégration souhaitée. En comparaison, les citoyens français besogneux et surexploités de la classe moyenne, qui n'ont plus aucun droit mais toujours plus de devoirs, et dont les moindres faits et gestes sont scrupuleusement fichés par une administration hyper tatillonne et soupçonneuse qui exige d'eux des liasses de paperasse à la moindre occasion, ont toutes les raisons d'être scandalisés par l'injustice d'un tel contraste. Et ce d'autant plus que leurs impôts et taxes financent des services publics plombés, entre autres, par cette évolution, au point de ne plus pouvoir assurer leur rôle occasionnel envers eux, telle qu'elle devrait s'exprimer démocratiquement dès lors que le peuple tout entier aura gagné son droit de décider en la matière par la constitution délodiste. La cohérence du bon sens le plus élémentaire imposera une clarification propre à simplifier la question cruciale de l'immigration, en répartissant équitablement les droits et devoirs de part et d'autre de la frontière citoyenne, car toutes les complications qui ont transformé cette réalité incontournable en un problème inextricable sont le fruit du laisser-faire politique et économique exigé par les pouvoirs commerciaux et financiers via la pression technocratique de l'Europe. De prime abord, la République délodiste étant communale et dès lors principalement construite sur l'autonomie locale, toute personne susceptible de s'installer sur le territoire national ne vient pas en France, mais quelque part en France, dans un lieu forcément précis, géré par une municipalité unique et en accord préalable réciproque avec cette dernière, faute de quoi l'illégalité de sa présence justifie effectivement une attente à la frontière, quitte à y être reconduit manu militari, le cas échéant. De ce point de vue, les centres d'accueil ou de rétention, très largement améliorables en antichambre plus décente de la République, devraient être repensés sous la forme de cités cohérentes, spécialement conçues pour permettre aux candidats citoyens qui s'imposent indûment d'attendre activement l'acceptation éventuelle de leur demande d'asile, ce dernier terme étant à prendre dans le sens le plus large possible, car, bien au-delà d'un asile politique très souvent invérifiable, les demandes suscitées par des causes économiques, culturelles ou environnementales sont en réalité tout aussi justifiées. L'illégalité, que l'on espère temporaire, de leur situation confère à tous les candidats immigrants bien autant de devoirs que de droits, ce qui suppose ici que ceux qui ne souhaitent pas retourner dans leur pays d'origine soient mis en situation décente de travailler, de se former et d'être aussi autonomes que possible dans le cadre même de ces espaces tampons frontaliers ou non, d'une part pour se préparer aux contraintes minimales de la citoyenneté, et d'autre part pour que lesdites structures d'accueil ne soient pas entièrement à la charge des citoyens français via l'aide limitée de l'État. Étant grandement responsable de ces migrations abusives, l'Europe pourrait d'ailleurs intelligemment définir des espaces interfrontaliers appropriés pour précisément permettre aux migrants illégaux de séjourner entre deux frontières tout le temps nécessaire. Seule solution pour éviter de les raccompagner automatiquement de pays en pays jusqu'au-delà des actuelles limites géographiques de ce vieux continent. C'est à ce niveau de gestion que l'État doit être responsable, en maîtrisant à nouveau ses frontières nationales par le biais classique d'un contrôle douanier systématique et en obligeant logiquement tous les arrivants dépendants et non attendus à patienter provisoirement dans une sorte de salle d'attente interactive et formatrice, enfin décente, en exigeant un travail utile et humainement profitable aux intéressés
autant qu'à la communauté citoyenne qui devrait à terme les accueillir, le cas échéant. En effet, si, de par la constitution d'élodiste communale, tous les citoyens français sont tenus d'assumer égalitairement leurs droits et leurs devoirs via la garantie citoyenne du pacte républicain, il est juste et légitime que les candidats qui frappent à notre porte soient mis dans les mêmes conditions, meilleure façon de les préparer à leur future ou éventuelle citoyenneté. Tout migrant illégal, l'adjectif redondant précisant la réalité, prendrait le risque d'être ainsi bloqué à la frontière le temps nécessaire, mais dans des conditions matérielles et humaines rendues décentes par sa propre participation, en attendant de négocier un point de chute précis sur le territoire français dans telle ou telle commune volontaire, avec l'aide des mairies et des associations, faute de quoi, une fois épuisé le délai maximum fixé par vote démocratique, la reconduction au pays d'origine s'imposerait si aucun autre pays voisin ne pouvait accueillir l'intéressé. Aussi triste que puisse paraître cette ultime éventualité, et malgré les hauts cris de bobos parisiens rendus ingénument hors sol par leur privilège de naissance, il faut reconnaître que c'est là le risque délibérément encouru par toute personne irrespectueuse de la moindre procédure préalable à son départ du pays natal. La solution à plus long terme consiste toutefois à remplacer le fait accompli de la migration illégale, ainsi subie en totale improvisation, par l'obligation de poster une candidature préalable via les nombreuses ambassades, tandis que dans des circonstances très exceptionnelles, tout déplacement massif de population en urgence absolue devrait être du seul ressort des instances internationales, en restant logiquement circonscrit au plus près du pays en crise. Cela dit, le traitement local et communal de ces besoins à la fois démographiques et migratoires aura les meilleures chances de créer une synergie optimale entre tous les protagonistes concernés, en permettant à chacun de concilier l'intérêt pratique, le droit à une existence décente et la satisfaction d'une conscience généreuse, enfin dépourvue d'effets pervers et d'arrière-pensées, tôt ou tard préjudiciables. Ainsi, les communes d'élodistes seront-elles libres de gérer leur éventuelle croissance démographique autant que leur histoire locale, mais cette fois-ci en vertueuse transparence, puisque constamment sur la base de décisions majoritaires préalablement débattues. Comme c'est déjà le cas en matière économique, sociale ou culturelle, entre autres, certaines communes frileuses se préserveront dans un vieillissement mortifère, tandis que les plus dynamiques et généreuses sauront profiter d'une immigration territoriale choisie, qualitativement facilitée par le traitement humain au cas par cas de chaque candidature, dans le respect spontané d'une proportion et d'un rythme adéquat et en fonction des contraintes et autres capacités d'accueil afférentes. Grâce à l'identification enfin concrète des besoins locaux par la municipalité, avec l'aide précieuse de toute suggestion individuelle ou groupée via le site communal de propositions citoyennes, l'intégration de fait des nouveaux arrivants sera quasi immédiate, en limitant dès lors tout risque de complications, pour la plus grande satisfaction des diverses parties concernées. La grande différence est que, désormais, l'initiative proviendra aussi directement que possible des municipalités autant que des candidats éventuels à la citoyenneté locale, ce que les moyens actuels de communication rendent déjà tout à fait possible, au contraire de la situation actuelle inhumaine et antidémocratique dans laquelle un État centralisé faussement représentatif impose la dilution des grumeaux migratoires suburbains que sa propre politique ultralibérale, autant que néocoloniale, agglomère de crise en crise. En prenant un minimum de recul d'élodiste, il apparaît clairement que l'immigration est une chance historique tout autant qu'une tendance planétaire quasi irréversible, à condition d'être gérée démocratiquement et aussi localement que possible, dans le respect mutuel de l'intérêt de tous les protagonistes, tandis que par ailleurs, et à bien plus long terme, l'avènement inéluctable de la démocratie d'élodiste au sein des pays de départ migratoire massif favorisera un développement autonome et une justice sociale propres à réduire non seulement le besoin de s'exiler, mais plus encore la surpopulation et la sous-alimentation chronique dérivant de la pauvreté et de l'injustice. En tant que lieux anonymes toujours trop propices aux abus de pouvoir et à la corruption du sommet, dont le triste reflet est la grande misère périphérique des exclus principalement d'origine étrangère, les conurbations géantes et autres métropoles
ne sont plus d'aucun secours pour favoriser l'enracinement pacifique et équilibré de chaque nouvelle population, tandis que les plus modestes villes ou villages des provinces rurales, solidement ancrés sur leur terroir, sont à même d'intégrer sans difficulté nombre de futurs nouveaux Français en s'enrichissant de leurs différences, par la seule dimension plus humaine des contacts que leur cadre très local autorise. Contrairement à ce que la mondialisation libérale encourage donc au nom du profit, à travers la surcroissance de mégapoles devenus irrespirables, le repeuplement de notre vieux pays passe par la réhabilitation de ses villages et bourgades, non seulement grâce aux néo-ruraux écœurés de la vie si stressante et destructrice des trop grandes conurbations nationales et régionales, mais plus encore par l'enracinement prometteur de nouveaux compatriotes de tous horizons, pour profiter d'une qualité de vie incomparable dans un environnement humain et naturel propice aux liens quotidiens, autorisant aussi un juste équilibre entre le temps et l'argent. Car c'est toujours dans un cadre local que la communauté républicaine peut surpasser le plus facilement toute idée ou autre besoin rétrograde de communautarisme, par le seul fait que les rapports humains n'y sont plus anonymes. C'est ici que l'on peut voir à quel point tout est lié, puisque le capitalisme ultralibéral et sa logique aveuglément financière engendrent dans chaque pays la paupérisation des provinces rurales au profit de métropoles géantes ceinturées de populations déracinées, précarisées et exploitées par la loi d'un marché totalement dérégulé, tandis que cette même logique financière se duplique à l'échelle planétaire en précipitant un exode mondial exacerbé par l'injustice socio-économique de tous les régimes politiques en place et plus encore par le pillage systématique de ressources terrestres que l'on sait ô combien limitées. Les mouvements quasi forcés de population qui en résultent décuplent anormalement les besoins habituels ou naturels de migration volontaire et positive, pour aboutir au scandale actuel d'une forme de traite humaine mondialisée dans laquelle les nouveaux esclaves et autres exclus sont condamnés à fuir leur misère par tous les moyens possibles, à leurs propres frais et en risquant chaque jour le viol ou la mort, engraissant au passage les pires trafics, pour se retrouver peu après dans des banlieues favelas sans avenir et y survivre en tant que sous-travailleurs ubérisés. Contre cette logique mortifère, la solution la plus décente et la plus efficace ne peut être que locale et surtout provinciale, puisque seule l'échelle communale de petites sociétés humaines permet de recenser spontanément les besoins démographiques et socio-professionnels d'un avenir collectif meilleur, tout en offrant en retour aux nouveaux venus un cadre, des espaces, des possibilités d'équipement, de logement et d'autosubsistance dignes de l'accueil et de l'intégration qu'ils méritent. Pour de longues décennies encore, et pour bien d'autres raisons que les nombreux effets catastrophiques de la jungle économique prônés par les gouvernants qui nous sont imposés via le véritable piège à con des élections, pour reprendre le célèbre slogan de mai 1968, les migrants seront nombreux, et leur déplacement forcé, quelle qu'en soit la cause, restera tout aussi justifié et respectable que le droit d'asile politique, en particulier s'agissant des migrations résultant de chocs ou autres crises climatiques, agricoles ou plus spécifiquement environnementales. De ce fait, le plus important pour ceux qui viennent en France, comme plus largement en Europe, est de pouvoir s'installer partout, sauf dans les grandes villes et leurs banlieues déprimantes, où macèrent tous les sucs de la drogue, de la violence et du repli extrémiste, dans une concoction explosive et suicidaire. Seule façon d'exprimer un mal-être en essayant de faire sauter le mur de ces impasses socio-culturelles. Bien au contraire, le bon sens, autant que celui de l'humanité, veut que les nouveaux venus soient fortement incités, voire obligés, de s'installer en milieu rural ou micro-urbain, avec à la clé les mêmes conditions de garantie matérielle minimale, de droits et de devoirs, que sous-entend le PAC ou contrat citoyen, afin de pouvoir se sortir dès que possible de toute situation d'assistance-dépendance. Les hypercommunes urbaines, dûment subdivisées en communes de quartiers cohérentes, ne pourront donc accueillir dans les mêmes conditions qu'un nombre beaucoup plus limité d'immigrés dépendants, en comparaison avec l'énorme capacité d'accueil de l'ensemble des provinces, tout en maintenant partout une proportion et un rythme d'intégration locale contraints par l'obligation d'assurer à chaque nouvel habitant les droits et devoirs minimaux de tout citoyen, grâce à une activité vitale et garantie
qui justifiera de fait le salaire ou revenu universel correspondant. De par sa participation active via un emploi minimal garanti par la signature d'un contrat local donnant suite à des contacts préalables devenus concluants, humainement accueillis sur le territoire communal par la municipalité, voire par des associations, ou même éventuellement parrainés aux frais de particuliers, chaque nouveau venu aura dès lors les moyens de s'intégrer aussitôt en toute conscience de ses responsabilités. Après avoir lu, compris et accepté par sa propre signature les principes démocratiques de la République délodiste, tandis qu'à terme, tous ceux qui ne respecteront pas leurs engagements n'auront plus aucune excuse objective, ni prétexte culpabilisant envers le pays d'accueil sur lesquels s'appuyer. Ainsi, selon la logique délodiste, les ressortissants étrangers ne pourront être accueillis en France qu'en étant aussitôt intégrés via des garanties citoyennes minimales et réciproques en termes de droits et de devoirs équilibrés, sur la seule base des potentialités spécifiques, à la fois matérielles et financières, propres à la commune concernée, sans tomber malgré eux dans l'impasse dégradante des banlieues anonymes de métropoles devenues aussi ingérables que décadentes. Comme dans les divers domaines déjà explorés précédemment, il est pour le moins assuré que l'avènement d'une véritable démocratie populaire, directe et majoritaire, à prédominance de pouvoir communal et intercommunal, sera enfin à même de résoudre l'énorme problème des flux migratoires de façon satisfaisante, sur la seule échelle humaine, tant pour les accueillis que pour les accueillants, et ce, dans le respect total des principes républicains et des cultures impliquées. Comme il se doit, tout dépendra donc des choix légitimement opérés par chaque majorité citoyenne concernant les réglementations nationales et communales ainsi que les procédures correspondantes. Mais il ne fait ici aucun doute que les options établies sur la base d'un débat enfin dépassionné et factuel seront dignes du peuple de France, car celui-ci a grandi dans un terreau millénaire historiquement chrétien, puis universellement humaniste. 4. Le choix de l'équilibre généralisé. Grâce à la justice minimale entretenue par les droits et devoirs égalitaires du contrat citoyen, véritable clé de voûte du nouveau pacte républicain, et plus encore grâce aux vertus légitimes de toute décision majoritaire, la démocratie locale directe favorisera la généralisation d'un juste équilibre dans quasiment tous les domaines de la vie pratique, tant collective qu'individuelle, en autorisant enfin une véritable liberté de choix. Car où que l'on puisse se trouver, l'égalité citoyenne minimale, localement organisée et garantie sur la base d'un temps partagé très partiel, laissera par ailleurs à chacun la liberté d'un vrai choix personnel ou familial en matière de lieu de vie, comme de mode de vie, mais aussi d'activité ou d'emploi, de créativité ou de consommation, et ce, dans un panachage totalement individualisable entre le temps et l'argent. Car la vraie liberté de choix ne tient pas à la multiplication infinie d'objets ou de services, la plupart du temps inutiles ou inopérants faute de temps libre, sous la contrainte permanente du tout ou rien, du trop ou pas assez, imposée par une société de surconsommation à coups de pseudo-soldes et autres Black Fridays. La vraie liberté de choix consiste pour chacun à trouver spontanément son équilibre personnel, en panachant son propre dosage entre les deux pôles complémentaires que suppose toute option pratique ou intellectuelle, à l'image du curseur finement gradué déjà mentionné dans un précédent chapitre. Concernant les équilibres territoriaux tout autant que l'activité professionnelle, la consommation, la vie privée et les loisirs, la garantie citoyenne libérera chacun de l'obsession du besoin de survivre et du risque stressant de tout perdre dans la jungle sciemment désorganisée du néolibéralisme, supprimant enfin la contrainte binaire de l'interrupteur qui nous aliène entre les folles extrémités du burn-out ou du chômage, de l'exploitation d'autrui ou de l'esclavage injustement subi, quelles que soient les formes déguisées que ces divers excès puissent prendre. Il en résultera immanquablement un rééquilibrage tout aussi généralisé que spontané, à la manière d'une machine complexe dont le fonctionnement totalement chaotique se redresse comme par enchantement sitôt ajusté le cœur de sa mécanique, avec pour caractéristique constante un nouveau recentrage humain de l'ensemble des rouages sociétaux. Ainsi les citoyens, délodistes de plein droit, pourront-ils choisir leur cadre de vie urbain
rural ou intermédiaire, sans plus dépendre des seules contraintes du marché, tandis que ce dernier aura dès lors intérêt à mieux respecter les travailleurs consommateurs à travers une juste répartition sociale et géographique de la valeur économique. La liberté d'entreprendre sera plus garantie que jamais, car désormais accessible à chacun au lieu d'être accaparée par une pseudo-élite de sachants privilégiés, tandis que le plancher incompressible de l'égalité citoyenne minimale rendra cette liberté plus authentique et plus respectueuse de l'intégrité d'autrui, tout comme du cadre collectif ou environnemental, encourageant et récompensant les meilleures initiatives en tout genre. Le terme même d'équilibre sous-entend une équité minimale, garantie à part égale avec la liberté individuelle, justifiant parfaitement le nouvel ordre de la devise des lodistes, qui assurera dès lors l'égalité d'un minimum vital décent, offert à tous les citoyens car assumé par chaque adulte, ainsi que la liberté pour chacun de faire plus et mieux, dès lors sans aucun risque de nuire à quiconque. Il va de soi que cette innovation humaine changera le cours de notre histoire si violente en instaurant les conditions durables de la paix civile par la justice, dans une évolution future permanente plus encore qualitative que quantitative. Tandis que les paysages physiques et les portraits humains des nations devenues des républiques démocratiques en seront à jamais changés en s'approchant subséquemment de l'optimum écologique le plus salutaire qui soit. Les conséquences pratiques seront quasiment infinies, depuis le rééquilibrage démographique et économique des continents et territoires jusqu'à la transformation de nos villes, en passant par le contrôle local et régional des enjeux écologiques dont il a déjà été question dans un précédent chapitre. Sur le plan plus territorial, le localisme, rendu plus nécessaire que jamais par la priorité écologique, ne pourra que favoriser l'emploi dans les bourgades, les petites villes et autres villes moyennes aujourd'hui sacrifiées par la mondialisation ultralibérale, alors que les grandes métropoles régionales devraient logiquement s'en trouver de la sorte dégraissées de leur triste banlieue dortoir, sauf à offrir à leurs habitants des conditions de vie, de revenus et de transport nettement plus attractives. 5. Fiscalité, budget et redistribution. Le pari novateur de la constitution délodiste, à la fois politique et socio-économique, suggère qu'une saine gestion collective minimale, prioritaire et très localement maîtrisée engendrera d'incommensurables économies comparativement à la situation actuelle si critique de nos finances publiques. Ce sujet crucial sera techniquement traité dans le prochain volume des Tempérants, puisque la nature même de chacun des concepts ci-dessus est directement liée à la réalité économique et sociale de chaque pays, au sens restrictif d'une aire géographique de comptabilité censée correspondre à une souveraineté suffisante. Notons seulement ici que, tel que conçu jusqu'à présent, la fiscalité consiste à prélever des impôts, taxes et autres contributions sur toute personne morale ou physique susceptible de participer à l'effort collectif, théoriquement dans le but louable de satisfaire aux besoins de roulement et d'investissement que supposent les services publics, mais aussi les infrastructures et autres projets les plus essentiels à l'ensemble des citoyens. En attendant de développer et de redéfinir les tenants et aboutissants de cette dimension essentielle de la vie socio-économique, observons ici à quel point le respect du choix majoritaire et l'inclusion d'une égalité minimale vitale, véritable pilier de la démocratie locale directe, pourront entraîner dans leur sillage de salutaires rééquilibrages automatiques propres à mieux orienter les dépenses au profit de tous les citoyens, non sans réduire de façon spectaculaire le volume des besoins et donc des dites dépenses, s'agissant de certaines catégories budgétaires révélatrices de l'état de nos sociétés humaines. Dans la mesure où la garantie citoyenne minimale supprimera la précarité en interdisant de fait toute injustice susceptible de remettre en cause les besoins individuels vitaux d'un confort matériel décent défini par la collectivité, la nécessité de redistribuer perdra l'essentiel de sa raison d'être. Tandis que les énormes dépenses publiques engouffrées dans l'impossible rattrapage ou colmatage de misères sociales chaque jour aggravées deviendront autant d'économies allégeant les impôts et les taxes, ou autant de nouveaux moyens pour promouvoir de fulgurants progrès dans les domaines jugés majoritairement les plus prometteurs pour l'avenir de la société. La masse croissante des prélèvements fiscaux à seule vocation de redistribution et autres soutiens social
se verra très vite remplacé par la participation de chacun correspondant aux devoirs inclus dans le contrat de garantie citoyenne, car les besoins d'assistance disparaîtront au fur et à mesure que la 6e République transitoire s'approchera de la 7e. Au lieu d'être pris en charge, voire en otage, et de tout attendre d'un État incapable de gérer les choses concrètement de par l'inertie de son échelle nationale et le manque de transparence que sa distance par rapport au terrain implique, les citoyens délodistes pourront s'autogérer aussi localement que possible, avec en prime la satisfaction de maîtriser leur destin individuel autant que communal. Par ailleurs, les dépenses de roulement des administrations centrales seront réduites en proportion de leur inutilité résultante, particulièrement s'agissant de la très haute administration, de ses statuts placards dorés et autres budgets incontrôlés, tandis qu'à l'avenir, les investissements publics, quelle que soit l'échelle géographique concernée, seront enfin optimisés par le vote majoritaire, ce qui aura pour effet de promouvoir les décisions les plus pertinentes et d'éviter le gaspillage des faux projets, souvent surfacturés, résultant d'arrangements opaques entre intérêts monopolistiques. Autant dire que la future gestion locale et démocratique des finances publiques autorisera dès lors une justesse économique concomitante à la justice républicaine et politique du choix majoritaire et de l'égalité minimale, dans une simplification transparente propre à réduire spectaculairement la masse des impôts et taxes nécessaires, tout autant que la corruption active ou passive des pouvoirs habituels. Car une fois encore, la complexité croissante des textes et autres réglementations, tout comme la pesanteur insupportable des procédures technocratiques improvisées au fil du temps, ne sont que le résultat de l'injustice inhérente au principe même de la démocratie centralisée et électorale, dans laquelle le devoir d'élire interdit de fait aux citoyens tout droit de vote décisionnel, autrement dit, toute liberté de choix. Ainsi, le labyrinthe administratif des superpouvoirs centraux, au sein duquel un président Macron semble nager comme un piranha, se simplifiera-t-il en devenant aussi efficace qu'économique dès lors que le peuple pourra s'auto-administrer le plus localement possible. À la façon d'un enfant coupable qui commence à mentir, entraîné dans la spirale de prétextes de plus en plus vains et alambiqués, tout système biaisé dès le départ se complexifie aussitôt à une vitesse exponentielle à travers l'impossible rattrapage de ses propres contradictions, jusqu'à obtenir l'usine à gaz d'administration centrale ruineuse, squattée par une caste d'autorités privilégiées totalement hors sol, au point de devenir finalement de plus en plus néfastes dans leurs actions sur le réel, même lorsqu'elles sont parfois inspirées par les meilleures intentions. À l'opposé de cette tendance, la maîtrise directe, transparente et majoritaire de toutes les décisions locales ou nationales ne s'encombrera d'aucune complication, gagnant d'autant en efficacité et en économie de temps et de moyens pour que le maximum d'énergie possible, humaine et financière, puisse être investi dans la réalité des besoins et que les coûts de fonctionnement afférents soient réduits à l'indispensable. Il est assez facile de comprendre que, les citoyens devenant les décideurs et les contrôleurs de leurs propres décisions majoritaires, ils auront à cœur d'économiser temps et argent, ressources et énergie pour le plus grand avantage de leur environnement social et naturel. De la même façon, la gabegie actuelle de la haute administration, ainsi que les gaspillages et autres déficits sans limite qui courent si vainement après nos besoins insatiables de police, d'hôpitaux, de prisons, d'armée ou de tout autre replâtrage social, n'auront plus la moindre raison de perdurer, puisque les divers besoins de colmatage des fissures de la société disparaîtront en même temps que les violences de l'injustice systémique, réduisant alors l'ensemble des services publics aux seules proportions normales et optimales d'une société apaisée et assainie comme il se doit. Cela revient à dire que le rôle de l'État n'est pas uniquement de compenser les abus de pouvoir et autres injustices de décideurs aveuglés par la soif de surprofit, ou de prendre en charge tous les coûts sociaux et les seuls domaines non rentables d'entreprises stratégiques d'envergure nationale, car un gouvernement doit surtout positiver ses fonctions en assurant les conditions préalables d'une justice minimale décente, d'une règle du jeu équitable entre tous les acteurs de la vie économique et sociale, dans le respect d'une triple devise nationale devenue réalité par l'ajout de sa 4e dimension de responsabilité citoyenne. 6. Expression,
communication, art et créativité. En tant qu'individu complet, il est bien connu que l'être humain ne se satisfait pas uniquement de pain, et notre besoin permanent de communiquer dans l'utilité relationnelle du quotidien, comme dans la gratuité, parfois toute relative, de l'expression artistique ou culturelle, fait aussi partie des traits qui nous différencient du monde animal, en degré si ce n'est en nature, permettant à chaque génération de laisser une trace toujours unique et parfois durable, véritable testament de vies individuelles et collectives fortement marquées par leur propre contexte historique, leur environnement géographique et plus encore leur degré de conscience. Tout cela au cours d'un processus général d'humanisation laborieuse qui n'exclut pas, hélas, quelques périodes régressives. Dans ce domaine particulier, la démocratie locale directe, en libérant les énergies, et mieux encore, en autorisant un équitable partage entre temps travaillé et temps libre, ne pourra qu'encourager chacun à s'épanouir dans de multiples activités créatives, des plus utiles aux plus futiles, avec l'avantage sans précédent de favoriser mille et une formes d'art amateurs, solitaires ou solidaires, dans un nouvel esprit de gratuité qui complétera agréablement les productions professionnelles, que ces dernières soient d'ordre socio-culturel, public ou privé. De fait, le besoin d'expression et de transmission fait partie intégrante de notre nature humaine, ne serait-ce qu'à titre privé et intime dans le cadre familial, et de multiples langages disponibles, bien au-delà des seules langues, sont là pour nous y aider. La communication et l'échange, a fortiori gratuits, constituent le vrai ciment de notre lien social, interindividuel autant que collectif, à tel point que l'absence de moyens d'expression pacifique conduit inexorablement à la violence la plus destructrice, comme c'est trop souvent le cas au sein des familles ou dans les banlieues, entre autres contextes de manifestation. Or, la condition préalable à toute communication positive, c'est-à-dire réciproquement ou mutuellement épanouissante, selon qu'il s'agit d'individus ou de sociétés, n'est ici autre que la disponibilité d'un temps commun, si possible régulier et apaisé, par l'absence du moindre excès de stress ou de fatigue non choisie. Dès lors que ladite communication peut s'exprimer par le truchement de la moindre création artistique, on comprend à quel point les conditions de vie socio-économiques et leurs effets culturels peuvent influer sur le contenu autant que sur la forme des messages émis ou des œuvres produites, ce qui explique au passage le lien évident entre le contexte si déprimant des sociétés actuelles et la production pour le moins acide de nombre de films, chansons, romans, tableaux ou autres sculptures contemporaines, sans même parler de la drogue télévisuelle qui shoote, révolte ou déprime quotidiennement nos concitoyens. L'essentiel consiste à remarquer que les nouvelles conditions de vie autorisées par une démocratie enfin respectueuse de notre humanité, en laissant à chaque citoyen sa part de temps libre, favoriseront toutes les formes de communication et d'échange les plus pacifiques, qu'il s'agisse de vie conjugale ou familiale, voire d'un contexte d'expression artistique, en amateur ou en professionnel. Il est dès lors certain que la nature même des productions littéraires, picturales, musicales ou autres s'en trouvera profondément changée, tandis que la créativité originale de chacun en sera d'autant plus stimulée, permettant aux futurs citoyens volontaires de créer et de partager au lieu de sans cesse consommer et accumuler, un peu à la façon de l'incroyable inventivité des millions de youtubeurs d'aujourd'hui, dont la plupart s'avèrent aussi créatifs que désintéressés, en dépit des excès décadents de beaucoup d'autres. D'aucuns feront ici remarquer qu'Internet et ses réseaux sociaux offrent hélas bien autant le pire que le meilleur de notre humanité. Mais précisément, l'avènement prochain d'un monde plus juste sur les 4 dimensions qui fondent la moindre société adoucira inéluctablement les contenus de nos écrans en ridiculisant toutes les formes de violence ou d'extrémisme, sitôt que le terreau empoisonné qui les nourrit encore sera devenu humainement fertile. L'actuel foisonnement de vidéos violentes, haineuses ou décadentes, tout comme les dérives agressives des débats télévisés ou radiophoniques, ne sont en fait que le reflet inhumain de la démolition sociale résultant des abus de pouvoir, économiques autant que politiques, déjà dénoncés. Sitôt mis en place un environnement délodiste propre à épanouir enfin le meilleur de chacun d'entre nous, une spirale vertueuse pourra s'établir, où créateurs et visiteurs de vidéos
n'auront plus aucun besoin de se défouler dans la négativité du fond ou l'excès de la forme. Le temps libéré et la décrispation des rapports sociaux vitaux qui résulteront du contexte délodiste permettront aux citoyens de participer à de nombreux projets artistiques propres à embellir leur environnement immédiat et agrémenter leur vie culturelle, en particulier grâce à un tissu associatif renouvelé, multipliant ainsi les occasions de contact et de partage, en remplacement de la compétition individualiste effrénée que leur impose la fausse croissance d'aujourd'hui. Les choix culturels ne seront plus seulement ceux des autorités, mais proviendront tout autant des initiatives citoyennes et associatives, sur la base de concours ou de votations, y compris concernant les œuvres acquises à grands frais par les musées, tandis que des projets encore plus ambitieux associeront les énergies pour construire des œuvres monumentales, le cas échéant. Enfin, le patrimoine hérité des générations précédentes ne pourra que s'en trouver mieux respecté, quitte à être aussi rentabilisé de toutes les manières compatibles avec sa stricte préservation, non sans l'aide d'un bénévolat rendu plus disponible que jamais par une société faite de temps libérés et autres décroissances optimisées. Tandis que s'agissant des nouvelles réalisations architecturales de grande envergure, la créativité associative ainsi régénérée devrait permettre, à long terme, de laisser d'autres traces que les monstrueuses décharges d'immondices de notre surconsommation. 7. La commune associative. La vie associative, sans aucun doute, n'échappera pas à une utile mutation démocratique dans le cadre équilibré d'une société délodiste, et tout porte à croire que le rôle des innombrables associations, déjà si caractéristique du besoin de solidarité bénévole, se trouvera confirmé et pris en compte au point de devenir peut-être le principal vecteur de la vie communale, en particulier sous forme de structures complémentaires, à la fois publiques et gratuites, chapeautées par chaque municipalité, le cas échéant, mais toujours démocratiquement animées par l'ensemble des citoyens concernés. La liberté d'association, qui fait heureusement partie des droits fondamentaux et permet d'entreprendre en rassemblant si utilement les énergies individuelles en une personne morale à but non lucratif, a donné naissance à trois réalités foncièrement distinctes. D'une part, une multitude d'entreprises tout à fait professionnelles pouvant concurrencer de fait des sociétés en nom propre et autres SARL ou même SA sur des activités aussi variées que le sport, les services, la santé ou la culture, parmi bien d'autres domaines d'application possibles, avec pour seule particularité de ne pas faire de bénéfices en tant que personne morale, ce qui n'empêche nullement une gestion aussi lucrative et exploitante que n'importe quelle autre entreprise concernant les salaires, indemnités et autres bons de présence des dirigeants ou la répartition des pouvoirs de décision. D'autre part, chacun d'entre nous connaît l'une ou l'autre des milliers de petites associations de type amateur, le plus souvent fondées sur un bénévolat généralisé, et dont le rayonnement, bien que beaucoup plus modeste, s'avère précieux pour la vie sportive ou culturelle locale. Enfin, de gigantesques structures telles que la Croix-Rouge associent le bénévolat local à un nombre impressionnant de professionnels à temps complet, sans oublier les bureaux, instituts et divers moyens logistiques permanents, hélas justifiés par l'ampleur de la tâche et la permanence des besoins. Assez logiquement, la démocratisation maximale que suppose l'approche délodiste suggère ici que chaque association devienne une micro-démocratie directe, en permettant à l'ensemble des sociétaires ou adhérents de contrôler enfin proportionnellement toutes les décisions prises par le bureau et surtout de pouvoir en vérifier le fonctionnement financier en continu par le biais d'une traçabilité intégrale des recettes, dépenses, placements et transferts, afin d'éviter tout risque d'abus ou de fraude, telle que la trop célèbre affaire Crozmarie qui a jadis obligé l'ARC à changer de nom tout autant que de président. Il est logique qu'à l'instar de la démocratie communale directe, tous les membres de chaque association puissent ainsi valider chaque décision engageant le budget commun, du moins pour de nouvelles dépenses, ne serait-ce que via l'approbation minimale d'un échantillon réellement représentatif de l'ensemble des participants lorsque leur nombre est trop important. Pour une association locale, il est encore plus facile d'imaginer une assemblée générale périodique, un peu plus fréquente qu'annuelle si nécessaire, voire une votation périodique par courriel,
afin que le bureau, en tant que comité exécutif, puisse plus régulièrement sonder la préférence majoritaire concernant les actions collectives et être mieux à même de repérer telle ou telle suggestion utile provenant de la base des adhérents. Notons toutefois qu'à une échelle humaine aussi locale, l'élection du bureau et de son président peut facilement remplacer le tirage au sort, a fortiori lorsque ce dernier est spontanément pressenti comme le leader charismatique et dévoué, voire le fondateur, de ladite association, tandis que la modestie du budget et l'absence habituelle de tout permanent rémunéré relativisent les risques d'abus de pouvoir. En favorisant ainsi une démocratie associative plus intégrale et surtout plus continue, l'ère délodiste ne pourra donc qu'encourager la participation citoyenne sur la base d'un temps libre plus abondant et d'un esprit de gratuité mutuelle et de solidarité concrète propres à développer, entre autres choses, les nombreuses expériences de troc local ou de circuits alimentaires directs et participatifs, grâce auxquels certains citoyens retrouvent un sens social à leur vie en se libérant de la logique anonyme, comptable et concurrentielle qui caractérise par ailleurs notre monde. D'une certaine façon, la vie communale délodiste est associative par essence, puisque sa conception démocratique, de par sa garantie égalitaire minimale, doit libérer les rapports sociaux de toute l'animosité que la concurrence vitale suscite si violemment de nos jours, entraînant les déviances comportementales que l'on sait, sur une échelle planétaire sans précédent. Quand bien même s'avérerait-il encore impossible avant longtemps de généraliser la démocratie locale directe et de raisonner les puissances économiques ou politiques quant à leurs ambitions les plus folles, les communes délodistes, associées les unes aux autres en république démocratique, pourront à minima trouver tous les moyens humains de se transformer en autant de sanctuaires locaux de solidarité pacifique, enfin déconnectés des vils abus du marché mondialisé, de sa sourde violence et de ses crises périodiques. Car l'enjeu fondamental du délodisme est bien la tempérance, c'est-à-dire, grâce à une équitable coopération locale, l'absence totale de lutte sociale concernant le minimum vital décent auquel chaque humain et citoyen a droit par le seul fait de sa présence sur Terre. La propriété, tout comme tant de différences non vitales, doit être respectée, mais seulement dans la limite de la résolution préalable et concrète de cette égalité minimale socialement et sociétalement définie en fonction des ressources disponibles et du niveau de développement de chaque pays considéré, dans le seul but, on ne peut plus juste et légitime, de respecter dans les faits les droits de l'homme et du citoyen, et tous les principes constitutionnels jusqu'à aujourd'hui si vainement ou hypocritement proclamés par ceux-là même qui les piétinent. L'association des énergies et les moyens techniques autorisés par le développement historique de l'humanité rendent tout à fait accessible cet indispensable progrès, à condition de redéfinir un nouveau cadre démocratique qui tienne compte des principes délodistes déjà exposés, seule façon de libérer les citoyens de la prison de fait que leur impose le système électoral, alors que jusqu'à présent, ce dernier les dépossède de leur droit de vote et de leur liberté de décision pour leur faire élire de force des leaders autoproclamés et minoritaires via le prisme déformant de partis politiques caricaturaux, lesquels se résument à des entreprises privées d'accession au pouvoir suprême et donc d'appropriation de la souveraineté populaire. En stimulant l'expérimentation locale, autant qu'en définissant les principes délodistes applicables à l'espace républicain national, la majorité citoyenne directe permettra de réconcilier enfin la liberté d'entreprendre avec le droit de vivre décemment, moyennant une égale participation minimale aux besoins collectifs de la société, sur la base d'une autogestion territoriale aussi transparente que possible. À plus ou moins long terme, et bien au-delà des nations, des religions et autres identités qui divisent des humains encore inaccomplis, la seule vraie communauté universelle, pacifique et donc respectueuse de l'humanité supérieure qui nous attend, réside dans la notion de république, autant que dans les principes délodistes qui en constituent déjà les conditions premières. Dès lors, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes pour choisir leur avenir ne pourra se fonder que sur le républicanisme et le partage démocratique du pouvoir via la volonté majoritaire, en mixant le meilleur de toutes les cultures, une fois les consciences individuelles et collectives libérées des excès comportementaux et des manipulations idéologiques par la raison objective d'une science,
en particulier socio-économiques et politiques, aussi incontestables que toujours perfectibles. Du moins est-ce là encore le pari intellectuel de ces réflexions avant la conclusion de leur quatrième et dernier livre. Enfin et surtout, comme le montrent semble-t-il assez nettement les développements déjà accomplis, la démocratie locale directe, ainsi que ses délégations régionales et nationales, aboutiront à l'établissement d'un néo-cadre institutionnel propice au respect permanent de l'égalité minimale et solidaire, de la liberté individuelle qui la complète et de la responsabilité sociale pleinement assumée que sous-entendent l'une et l'autre. Alors, et alors seulement, la fraternité en sera ressentie comme le résultat, à la façon d'une cerise sur le gâteau sans grumeaux, ni crème tournée, d'une république aussi savoureuse qu'allégée de sa pesanteur historique. Novembre 2019.